Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Chevron Corp? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, quand on arrive sur cette compagnie-ci, on sait déjà que d'habitude, ici, notre raisonnement est basé sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PR moyen, la dette nette et la qualité de dividende. Mais vu que j'ai un peu changé mon tableau ici aujourd'hui, on va rechercher certaines informations, mais qui sont à peu près à ce niveau-ci. Donc, particulièrement le free cash flow, les bénéfices nets ici, le PER moyen, la dette nette ici. Bon, pour la croissance, on va le laisser ici parce que je prends toujours croissance zéro pour les compagnies pétrolières, donc les compagnies dans le secteur de l'énergie. Donc, ici, au niveau des revenus également, on va mettre ça de côté parce qu'ils ont des revenus en zigzag généralement, même s'il y a une certaine moyenne. Alors, quand on parle d'une compagnie pétrolière, il faut normaliser les résultats. C'est parce que ce sont des entreprises cycliques. Leur revenu dépend du prix de la commodité. Donc la commodité ici, c'est en grande partie c'est le pétrole, mais le pétrole également, ça veut dire gaz derrière, parce que les deux montent toujours ensemble. Donc, quand vous allez regarder la variation du prix de pétrole ici par rapport au revenu de Chevron, vous allez vous rendre compte d'une chose. Regardez, je prends un exemple simple. Entre 2011 et à peu près 2016 par là, on a eu une baisse du pétrole entre 105 dollars et à peu près une cinquantaine de dollars par là. Donc, quand on regarde les revenus de Chevron ici pendant cette période-là, donc 2011-2016, qu'est-ce qu'on va observer? Donc, j'enlève ça. 2011, 2016, on a une baisse. D'accord? Et on a une baisse prononcée, c'est presque un divisé par deux. On a à peu près 246 milliards ici en termes de revenus et là on se retrouve à peu près une centaine de milliards. Donc le prix de la commodité impacte positivement ou négativement cette entreprise. Une fois qu'on sait cela, il faut absolument normaliser les résultats. Ça veut dire quoi normaliser? Ça veut juste dire simplement que qu'importe la variation du prix de pétrole, il y a une certaine moyenne que l'entreprise peut avoir en termes de revenus. Donc c'est peut-être, généralement on fait juste une moyenne. Je prends par exemple le prix ici, le revenu ici entre 92 et aujourd'hui pour essayer de voir la moyenne. Ou bien vous pouvez prendre le revenu par rapport à des périodes séquentielles ici, donc par rapport à une période de 10 ans ici entre 2011 et 2021 par exemple. Ou bien vous pouvez prendre à partir de cette période. Donc il faut normaliser les résultats. Ça veut dire prendre une moyenne ou une médiane des revenus ou des marges par rapport voilà, sur une longue période de temps. OK? Donc, idéalement, du début de la période la plus longue possible, donc généralement 10 ans, et qui prend en considération une variation du prix de la commodité. OK. Donc, si moi je prends ici une normalisation des prix du pétrole ici entre 92 et aujourd'hui, vous voyez qu'entre 1992 et aujourd'hui, le prix du pétrole a connu il y a eu plusieurs variations. On est quitté d'une moyenne à peu près une vingtaine de dollars et une moyenne aux alentours de 60-70 dollars par là. OK? Donc, c'était sur une période de 20 ans. Donc, qu'est-ce que ça me donne ici? Donc, quand je prends ici mon tableur Excel, donc, ça me donne ici 7 milliards 479. D'accord? Donc, j'ai pris une médiane. D'accord? Vous pouvez voir le calcul ici. La médiane part de B24. Donc, B24, c'est là. Donc, 24, c'est ici. Donc, c'est de 1992 à peu près 2021. Donc, on a à peu près aux alentours de 29 ans par là de données. Ça me donne à peu près une moyenne de 7 milliards 500, une médiane de 7 milliards 500. Je préfère la médiane à la moyenne. Parce que là, si on a eu des revenus, par exemple, des bénéfices de 100 milliards, par exemple, ça va impacter négatif, ça va impacter positivement notre calcul ici, alors que, voilà, à la fin de la journée, c'est peut-être pas la réalité. C'est pour ça que je préfère la médiane, ça élimine beaucoup de bruit. Je préfère toujours la médiane à la moyenne de toutes les façons. Donc, si je prends 7 milliards 500 ici, d'accord, en termes de marge nette minime, c'est-à-dire que depuis 1992 au moins, c'est ce que l'entreprise peut rapporter en termes de bénéfices nets, qu'importe les situations. Et vous remarquez ici que quand on va regarder, par exemple, quand on va regarder depuis 2010 par exemple ici, vous voyez que ça c'est 19 milliards 26, 26, 20, 21, 19, 4 milliards ici, donnez-moi ça, ok. Donc, à peu près ici, vous voyez 14, 7. Donc, très rarement, on a rapporté 7 milliards 500. On a toujours été à un niveau supérieur. D'accord? Mais je sais déjà qu'à partir de ce niveau-ci, minimum, c'est ce que le marché va nous offrir, dépendamment du prix de la commodité. OK? Donc, une fois que j'ai ce calcul-ci, je le mets de côté. Là, je vais parler des PER. Quels sont les PER que je vais utiliser ici? Vu que c'est une compagnie cyclique, j'ai déjà en tête, par rapport à l'habitude que j'ai d'analyser les compagnies, je sais que dans le secteur pétrolier, c'est 13, 15, 17 fois les bénéfices, pas plus que ça. Je ne paierai jamais 20 fois les bénéfices pour une compagnie pétrolière. Ce n'est pas qu'une compagnie pétrolière ne peut pas s'échanger à 20 fois les bénéfices, mais ça dépend de beaucoup de choses. Donc, je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais je vais avoir le moins de tort possible. C'est pour ça que mes PER vont varier entre 13, 15 et 17 fois les bénéfices. OK? Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu prends 13 au lieu de. Pourquoi tu ne prends pas 14? Parce que techniquement, entre 13 et 15, 14 est déjà inclus quelque part. Pourquoi je le prends 16 alors qu'il y a entre 15 et 17? Et voilà.
À la fin de la journée, quand vous regardez 17 fois les bénéfices, c'est la moyenne généralement dans ce secteur-là. Quand je vais prendre mon fast graft ici, pour à peu près à ce niveau-ci. Alors, quand on prend ici en termes de moyenne sur une dizaine, la période la plus haute ici, on se rend compte que quand le PR normal est aux environs de 14 fois les bénéfices. Mais il y a des périodes où on est à des niveaux plus élevés que 14 fois les bénéfices ici. Par exemple, quand on coupe sur les 7 dernières années, on voit ici que la moyenne, c'est 20 fois les bénéfices. Quand on coupe sur les 10 dernières années, la moyenne, c'est 22 fois les bénéfices. Donc, dépendamment de la période, il peut y avoir des périodes élevées comme basse. Donc, moi, je prends une moyenne toujours. Donc, ça sera 13, 15, 17. OK? Voilà. Je viens dans mon fast graft ici. Je viens dans mon Finbox ici. Je mets mon calcul 13, d'accord, 15 et 17. OK? Je prends ici 7 milliards 500. J'ai pris 7 milliards 500. Je l'ai arrondi parce que je ne cherche pas à avoir précisément raison. 7 milliards 500 parce qu'ici, de toutes les façons, c'est une estimation. 7 milliards 500. Donc, quand je mets 7 milliards 500 ici, d'accord, et 7 milliards 500 là, là, il faut qu'on parle de la dette nette. Donc, je suis passé directement dans ce calcul-ci parce que l'entreprise, ce logiciel me dit qu'on a plutôt du cash net ici. Donc, c'est quelque chose à double vérifier de toutes les façons. Il faut double checker cette information-là parce qu'on n'aimerait pas. Moi, je prends toujours en considération la dette quand je prends mes PER. D'accord? Donc, il faut vérifier si la dette nette est aux alentours est plutôt positive. Donc, ici, ça peut être le cas parce que ce genre d'entreprise a généralement des investissements ici et parfois des logiciels comme celui-ci ou bien comme FastGraft ne prennent pas en considération ces données-là comme étant du cash. Donc, on va se dire ici que Chevron a du cash net. Elle a du cash net à peu près de 23, aux environs de 23 milliards ici. OK? Donc, 13 fois les bénéfices multipliés par 7 milliards 500 plus le cash net divisé par le nombre d'actions, ça fait à peu près 61 $ l'action. À 15 fois les bénéfices, 69 $ l'action. Et à 17 fois les bénéfices, 76 $ l'action. Donc, on est correct. D'accord? 76 $ l'action serait peut-être le minimum du minimum. Mais ça, c'était avec 7 milliards 500. Donc, quand je prends maintenant une période d'à peu près une dizaine d'années, donc à peu près 11 ans par là, parce que j'ai pris ce calcul-ci date de 2010, donc à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, vous pouvez voir que c'est une médiane de T24 à AE24. De toutes les façons, c'est de 2010 à 2011. Donc à peu près, on a 11 ans par là. Donc si on a 11 ans de données ici, qu'est-ce qu'on peut voir ici au niveau de la variation du prix de la commodité? Donc depuis 2011, alors 2011 ici, on a connu une baisse et une hausse. Donc, ces données-là sont assez robustes dans cette période-là. Donc, quand on prend cette information-là, ça nous donne à peu près une moyenne aux alentours de 15 milliards 225. Donc, on va prendre la précision ici, 15 milliards 225. Si je prends maintenant 15 milliards 225 ici, donc déjà avant d'arriver au niveau des 15 milliards 225, j'aimerais vous signifier ceci. La façon la plus rapide généralement d'évaluer ce genre d'entreprise, c'est de passer directement par le book value. Donc le tangible book value. Donc acheter ces entreprises, acheter une entreprise pétrolière pour moins que ce qu'elle ne vaut dans ce qu'on appelle ça, par rapport à son bilan. Simple. C'est-à-dire que si on ferme l'entreprise ici aujourd'hui au total, on vend uniquement les actifs et on vous donne le cash, on rembourse la dette, on vous donne le cash restant, vous aurez un certain montant. Donc sur le logiciel FastGraph ici, il me donne plutôt le book value, mais il est préférable d'utiliser le tangible book value, donc les actifs tangibles nets par action. D'accord? Parce que ça élimine le book value ici est généralement supérieur au tangible book value parce que le book value prend souvent en considération des actifs intangibles. Or, ce n'est pas ça qu'on recherche. Donc, si on regarde le book value ici par rapport à cette entreprise ici, par exemple, si je vais sur FundGraph, je vais ici au niveau de balance sheet, je prends le book value ici, voilà, donc pas net debt, je prends ici le total equity, voilà. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on est aux alentours de 75 $ l'action. D'accord? Donc, ce n'est pas très loin de la valorisation qu'on avait à ces niveaux-ci. Donc, idéalement, il est bien d'acheter cette entreprise aux alentours de 75 $ l'action. Idéalement. Et si vous remarquez bien, aux alentours de 75 $ l'action, l'entreprise ne va pas souvent plus bas que ça. Donc, 75, 80. Ici, vous avez aux alentours de 70. En 2020, vous savez ce qui s'est passé ici. En mars 2020, on a eu un pétrole, enfin, des futurs négatifs par rapport au prix du pétrole. Donc, on a 60 $ ici, on a 72 $ ici. Donc, 75 $ 70 $ par là, ça peut être le prix idéal pour acheter cette compagnie-ci. Donc, on revient à nos 15 milliards 225 ici. Donc, nos 15 milliards 225 qui représentent ici la médiane depuis 2011. Ici, c'est à peu près 15 milliards 225. Donc, quand on prend le même calcul avec 15 à 17 fois les bénéfices, 15, donc 13 et 17 fois les bénéfices, qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc, je viens là, je mets ici, je mets ici 15 milliards 225 et ici 15 milliards
5. Ça donne quoi ici? À 13 fois les bénéfices plus le cash net divisé par le nombre d'actions, $112 à l'action. 15 fois les bénéfices plus le cash net divisé par le nombre d'actions, $128 à l'action. Et à 17 fois les bénéfices plus le cash net, à 17 fois les bénéfices plus le cash net divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près $143 à l'action. Donc on se dira que j'ai une préférence pour 17 fois les bénéfices, dont l'entreprise ici serait correctement évaluée au prix actuel. Donc le prix actuel est aux alentours de $144. OK? Donc le prix est correct. Ne soyez pas, faites attention au PER ici. Le PER ici prend en considération le prix de la commodité actuellement. Par exemple, les analystes s'attendent à ce qu'on ait un PER, à ce qu'on ait des bénéfices nets aux alentours de $17 par action. Et en 2024, ils s'attendent à ce que ces bénéfices nets tendent à diminuer. Donc, à la fin de la journée, on s'attendait à ce que le prix du pétrole diminue. Et c'est déjà le cas. Et ça a commencé présentement parce que c'est une industrie qui est assez indisciplinée dans le sens où, en fait, même pas indisciplinée, mais c'est également quand le prix de la commodité est élevé, ça crée des tensions sociales. Et vous remarquez maintenant, on demande aux compagnies, aux États qui produisent du pétrole d'augmenter le volume de production parce que ça va faire baisser les prix. Or, eux, ils sont bien corrects avec des prix actuels parce que ça leur permet de gagner plus d'argent. Augmenter le volume, ils savent que ça va faire diminuer le prix de la commodité. Donc, ils sont réticents à le faire. C'est pour ça qu'ils traînent les pieds. Donc, ici, pendant quelques périodes, ils vont gagner de l'argent, mais à un certain moment, il y a une moyenne qui va s'établir. Il y a une moyenne qui va s'établir. Et c'est ça qu'on recherche. Je ne veux pas investir dans une compagnie pareille sans prendre en considération le prix de la commodité. Donc, quand je viens ici dans ce genre de... Et c'est la même chose dans toutes les entreprises où il y a une variation du prix de la commodité. Par exemple, le bois d'œuvre a connu une grosse variation dernièrement. Donc, si vous avez une entreprise qui exerce dans le bois, vous allez vous rendre compte que les marges sont élevées. D'accord? Dans toutes les entreprises agricoles également. Donc, faites attention présentement quand vous avez en face de vous une compagnie qui vend dont le revenu dépend de la commodité. Quand on revient ici à nos calculs, on se dira que l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, on va parler du dividende. Donc, le dividende en lui-même, il représente combien par période? Donc, vu que moi, j'ai une moyenne ici des revenus à peu près aux alentours de 15 milliards 225, je veux un dividende qui est inférieur à ce niveau-là. D'accord? Parce que je sais au moins qu'importe la situation, on pourra au moins payer ce dividende-là. En date d'aujourd'hui, on me reverse un dividende à peu près de l'ordre de 3,74% ici. Donc, quand je vais peut-être faire ici dividende, je viens ici, je constate une chose, je vois que bon, le dividende est croissant depuis X années, blablabla, c'est pas des informations qui nous intéressent. Ici, c'est pas que c'est pas important, le plus important pour moi, c'est de savoir que les free cash flows sont au moins stables et croissants, parce que c'est avec ça qu'on va me payer un dividende. Le dividende n'est qu'une question d'allocation du capital, donc c'est une évidence. Donc ici, si la compagnie est bien gérée, si elle a un pricing power, c'est une évidence, d'accord? Donc ici, on a à peu près un dividende à peu près de l'ordre de 10 milliards. On est correct, on est sur la marge supérieure ici, c'est-à-dire que quand je paye à peu près 10 milliards en termes de dividendes, par rapport à la moyenne des bénéfices depuis 2011 ici, il me reste à peu près 5 milliards par là. Même si les bénéfices ont l'air plus élevés ici aujourd'hui, d'accord, on tutoie la vingtaine de milliards ici aujourd'hui, c'est correct. À la fin de la journée, je sais que le dividende, il est à peu près safe, ok? Donc le dividende ici, il est safe, d'accord? Est-ce qu'il pourra continuer à croître? Franchement, je m'en fous dans le sens où tout ce que moi je veux déjà, c'est savoir que le 15 milliards peut être maintenu. Si on a 15 milliards ici, à peu près de free cash flow en moyenne, ou bien de bénéfices nets en moyenne, divisé par 283 milliards ici, donc 283 milliards qui est la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, ça nous donne un rendement à peu près de 5,3%. C'est-à-dire que si on vous distribue la totalité si on vous distribue le 15 milliards moyen ici, en termes de dividendes, vous n'aurez pas un rendement supérieur à 5,3%. C'est la raison pour laquelle je dis qu'à $144, on est sur la marge supérieure. Et si vous divisez ce montant-ci par 100, vous allez vous rendre compte qu'on est peut-être même à une valorisation de 20 fois les bénéfices ici, d'accord, par rapport à la moyenne des revenus. Donc, faites très attention par rapport aux compagnies qui vendent une commodité, qui ont des PER très très bas, parce que le PER n'est pas le meilleur moyen. C'est un bon moyen pour évaluer l'entreprise, mais certainement, il faut d'abord normaliser les résultats. Faites attention au piège du PER. Donc ici, Chevron est correctement évalué. Idéalement, on aimerait l'acheter à une valorisation égale à ses actifs nets par action, donc aux alentours de $70 par là. Donc, si on arrive à l'acheter à ce prix-là, on est correct. Pour ceux qui l'ont acheté à ce prix-là, dormez sur vos deux oreilles, encaissez vos dividendes. La plus-value, ouais, ça va, on peut s'entendre que oui, vous voulez peut-être encaisser vos plus-values, mais c'est à vous de voir si chacun vend ses actions par rapport à ses propres impératifs, d'accord? Donc, ici, personnellement, je pense que Chevron est bien évalué.
l'opportunité, il n'y a pas d'opportunité d'investissement en tant que telle. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, ne vous attendez pas à waouh, waouh. Peut-être on va dire ça quoi? On va dire quoi ici? Peut-être ici à une spéculation à court terme, mais le prix de la commodité va diminuer, d'accord? Parce que ça vous impacte négativement dans votre vie quotidienne, que ce soit au niveau de l'augmentation des prix de tous les produits qui sont faits à base de pétrole, donc le plastique, les choses comme ça. Et le pétrole, on le retrouve partout. Même dans les médicaments, vous allez retrouver des dérivés du pétrole. Donc faites attention par rapport à ça. Donc ici, Chevron, ce n'est pas une opportunité d'investissement au prix actuel, mais c'est une belle entreprise. Sinon, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.